Voici donc une petite vidéo qui va concerner donc un signal, un des signaux très très utilisés. euh, et je vais expliquer en détail donc ce signal. Je vais expliquer en détail ce signal et bien sûr rechercher la transformée de la place de ce signal parce que le but de la manœuvre c'est de calculer la transformée de la place de ce signal. Mais dans un premier temps, je vais l'expliquer et, et en voir son usage. Alors ce signal n'est rien d'autre que l'échelon. L'échelon. Le signal échelon. C'est un des plus utilisés, notamment en électricité, en électronique. Alors pourquoi je dis notamment en électricité, en électronique? Parce qu'en fait, tout simplement, en électricité, en électronique, la source est une source de puissance électrique. Parce qu'on n'a pas toujours des sources de puissance électrique. Hein. Si vous prenez par exemple un montage hydraulique, mais la source de puissance est de l'eau, de l'air comprimé. Si vous prenez un montage pneumatique, ben, la source de puissance est l'huile hydraulique. Voilà, l'huile hydraulique. Donc, on peut avoir différentes sources d'énergie, mais en électricité, en électronique, généralement, on utilise des batteries, des piles, des générateurs de fonctions. Et c'est ça qui constitue en premier lieu la source. Quoique la vraie source, c'est la centrale électrique. Hein. Mais tout le long tout le long du cheminement pour amener, je veux dire, le signal, mais il y a un abaissement de tension. Voilà, on fournit d'abord à une ville, puis à un village, et puis à une petite rue, de la petite rue à une maison, la maison à un consommateur. Voilà. Donc c'est normal qu'on a une division de la tension. Hein. Au départ, on a une très haute tension, puis la haute tension, puis la basse tension, puis la très basse tension de sécurité, et puis, bon, après, vous en faites ce que vous voulez, hein, en tant que consommation. Donc, ce qui veut dire qu'ici, c'est l'énergie électrique, ce dont je parle, mais qu'on peut retrouver ce signal échelon dans plusieurs domaines, hein. Il n'est pas qu'en électricité. Mais vous regardez le point de vue électrique, au niveau de l'électricité, de l'échelon au niveau de l'électricité. Électricité électronique. Alors, pour ça, l'échelon, qu'est-ce que c'est? L'échelon, c'est un signal. Bon, tout d'abord, si je construis un escalier, je vais construire un escalier. Bon, je vais le construire directement sans. L'échelon, c'est ceci. Bon, si vous prenez un escalier, ça fait ceci un escalier. Alors on a le pas, la marche, la contre-marche, tralali, tralala, il y a toute les définitions d'un escalier. Alors, on calcule un escalier, bien sûr, d'une certaine façon, en fonction de la pente, etc. Il y a pas mal de données. Il faut savoir où est-ce qu'on va arriver, où est le sol, où est l'arrivée. Et à partir de là, ben, on a la pente, et on sait calculer l'escalier. Et il y a des logiciels tout faits qui font ça, hein, pour calculer les escaliers. Donc ça respecte une certaine distance qui est constante, qu'on appelle le pas. Le pas, la distance qui est ici, euh, c'est un pas. Par exemple, euh, si le pas vaut 1, enfin, on va dire, je sais pas moi, 20 cm, ben, ce sera toujours 20 cm partout. 20 cm partout. Donc il faut respecter ça. Il faut respecter la distance horizontale et verticale. C'est ça qui fait un bon escalier. Un bon escalier, tout est respecté. Hein. C'est une harmonie du respect, des régularités, des hauteurs et voilà, de l'escalier, de la marche, de la contre-marche. Tout est respecté tout le long de l'escalier. Bon, maintenant, certains trichent au dernier pour essayer d'arriver tout juste, mais bon, ça se voit quand même. Hein. C'est très visible quand on voit
Le dernier qui a été triché, bon, je veux dire, on le voit tout de suite. Bon, alors pourquoi je parle de ça? Parce que hum, ça, c'est pour monter d'un point bas à un point haut. L'escalier, il est fait pour monter pour aller d'un point A à un point haut, ou pour passer justement d'un point haut à un point bas. Bon, on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, qu'est-ce qui fait ça aussi? Ben, c'est l'échelle. L'échelle permet de passer donc d'un point haut, à un point bas. L'échelle fait la même chose. Mais la différence, un escalier, quand on regarde de face un escalier, on peut voir s'il n'est pas tournant. Hein, s'il n'est pas tournant, parce que s'il est tournant, il faut adapter. Voilà, faut adapter. En architecture, il faut adapter. Voilà, l'escalier, s'il est tournant, voilà, ici j'ai fait un angle droit. Bon, je l'ai mal dessiné, mais bon, et encore ici, il faut faire les obliques. Voilà, les marches obliques. Eh bien, ça, c'est un escalier. C'est toujours un escalier vu sous forme, on va dire, d'un schéma qu'on retrouve en architecture. Hein. L'escalier est présentable comme ceci. Là, je l'ai fait tournant, mais s'il n'est pas tournant, il est tout droit. Et qu'est-ce qui s'apparente à quelque chose, un escalier comme ceci, vu dans un plan? Ben, c'est une échelle. Donc, l'échelle permet aussi de monter d'un point bas à un point haut. L'échelle permet de monter d'un point bas à un point haut. Alors, ce qu'on remarque, enfin, l'échelle est constituée d'échelons. L'échelon respecte les distances, les régularités de distance qu'il y a là. Donc on a des échelons. Et par exemple, je vous prends un échelon. Voilà. Et là, on passe d'un niveau échelon bas à un niveau d'échelon haut. Et bien, c'est ce qui se passe avec le signal. Échelon, c'est pour ça qu'on l'appelle échelon d'ailleurs. L'échelon, il va faire ceci. Il va passer d'un niveau bas, en fonction du temps, il va remonter d'un coup et passer à un niveau haut. Voilà, ça c'est l'échelon. Bon, c'est parce que ça vient de la définition. Voilà, des échelles. Dans une échelle, on a des échelons. Voilà. Donc l'échelon, je vais le construire en fonction du temps. Ça, c'est le temps. Ça, c'est la variable temps. L'échelon, bon, pour t inférieur à 0, l'échelon, il vaut 0. C'est la définition de l'échelon. C'est comme ça. Et ça intègre bien, bon, justement, dans les fonctions de, comment on appelle ça, dans les fonctions de la place. Mais justement, ça impose que l'original doit être euh, nul pour t négatif. Et c'est le cas ici. La fonction, elle est nulle pour t négatif. Donc la fonction échelon, elle est nulle. Donc f de t égale 0 pour t négatif. Mais là, on a un changement brusque. Je vais tenter de le faire en plus gros, sans me tromper. J'ai un changement brusque. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai le signal échelon. Bon, il sera ouvert tant qu'il le faudra, c'est-à-dire tant qu'on n'interrompt pas le circuit. Alors, qu'est-ce qui peut faire ça? Bien sûr, vous aurez compris que ça, c'est une constante. F de t égale constante. C'est l'équation d'une droite. Hein. F de t égale constante. C'est-à-dire, bien sûr, constante pour t plus grand que 0. Si t vaut 0, ben, voilà, on a k. Voilà, et je viens de définir ici la fonction échelon. Et c'est la fonction échelon, bon, en fait, c'est tout simplement y égale constante. Hein. Y égale constante, mais adaptée pour les t positifs. Pour les t positifs.
Voilà. Donc, on a deux configurations, soit f de t égale 0 ou f de t égale constante. C'est-à-dire, c'est y égale constante, c'est une droite constante. Et ça, c'est l'échelon. Maintenant, si k vaut 1, on a l'échelon unité. L'échelon, là, c'est l'échelon unité. Si k vaut 1. Alors, comment peut-on avoir ça? Eh bien, ça, on peut l'obtenir grâce à deux organes. Deux organes. Je me situe en électricité. Pour avoir ceci, j'ai besoin de deux organes. Le premier, c'est un organe idéal, c'est-à-dire il me faut un générateur de tension continue idéal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chute de tension, il n'y a pas de résistance interne, ce qui n'est pas vrai parce qu'on a toujours en réalité une résistance interne, et donc on a toujours des chutes de tension. On a toujours des chutes de tension. Alors, la source de... Si je mets un voltmètre ou un oscilloscope, je vais mettre un oscillo, et je veux mesurer la tension, à ce moment-là, vous allez voir que, bien sûr, il y a toujours une résistance interne, mais si on la néglige, on peut dire qu'on a une source idéale. Hein. Je la néglige et je mets tout constant. Voilà. Donc normalement, le courant, si je devais tracer en fonction du temps la réalité, on n'a pas une constance, on a une chute. Pourquoi on a une chute? Parce que justement, U est égal à... oui, c'est pas en fonction du temps, c'est en fonction du courant. Si je devais décharger sur une résistance de charge variable, on aurait U est égal à E moins RI. Voilà. Ce qui veut dire que plus le courant il augmente ici, comment? En faisant varier la résistance ici, moins de résistance fait passer plus de courant, et donc la résistance due à la chute qui est ici, la résistance du générateur, ben on aura plus de chute de tension. Parce qu'il y a plus de courant qui passe, donc s'il y a plus de courant qui passe, il y a plus de chute de tension, et la chute de tension est beaucoup plus conséquente, plus le courant est grand. La résistance interne, elle est constante. Hein. Elle est constante, mais par contre, le courant étant variable, ici, dans ce cas-ci, je fais varier le courant avec la résistance de charge variable, donc le courant va varier, donc la chute de tension va augmenter, et donc vous aurez moins de tension aux bornes de la charge. C'est ce qui est tout à fait logique. Bon, mais moi je ne veux pas prendre un générateur comme ça, je prends un générateur idéal. Je fais comme si la résistance interne n'existe pas, donc on a toujours E. Et là, on a les conditions de générateur de tension continue. Mais c'est pas encore terminé. Il me faut un deuxième organe, parce que bon, en vérité, c'est pas encore ça qu'on a. Là, j'ai cette tension-là, mais j'ai pas l'autre côté. Alors pour avoir l'autre côté, la partie T négatif, ben, il faut placer un interrupteur. L'interrupteur. Et c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai déjà un générateur de tension continue idéal, sans résistance interne. Donc, il n'y a pas de chute de tension. On a notre générateur. Je mets le générateur. Mais ça, si vous mettez un oscilloscope, vous allez ramasser, s'il est idéal, hein, bien sûr, le générateur,
vous allez avoir la pleine tension continue. La pleine tension continue. Alors, pour avoir, il faut pouvoir interrompre le circuit et avoir 0. Voilà. Donc, je vais mettre un interrupteur. Voilà. En faisant ça, bien sûr, je vais mettre l'oscilloscope. Je vais câbler l'oscilloscope ici. Ça, c'est l'oscillo. Donc, je vais mettre les éléments oscilloscope. En anglais, on dit scope. Hein. Oscilloscope, ouais. Oscilloscope. Ça, c'est l'oscilloscope. Ça, c'est l'interrupteur idéal. Alors, je vais dire pourquoi idéal. Hein. Justement, l'astuce, elle est là. Pour avoir le signal idéalisé que je vous ai montré, qui est le... Comment on appelle ça, celui-ci, l'échelon. Pour avoir l'échelon, c'est un signal idéal, hein, ça. C'est pas possible d'avoir ça. Voilà, il est parfaitement droit. Déjà, si vous mettez un générateur de... Voilà, un générateur régulé, vous allez avoir des petits ripples. Vous allez toujours avoir des petits ripples. Donc, il y a des harmoniques. Même aussi faible que ça, on a toujours... on n'aura jamais un signal pur. Hein. Bon, ça, c'est un signal pur que je vous montre là. C'est idéalisé, hein. C'est pour faire des mathématiques derrière tout ça. Donc, la source de tension, ici, c'est une source de tension continue. Donc, j'ai une source de tension continue idéale. Donc, je me situe vraiment d'un point de vue idéalisé. Donc, on a tous les ingrédients maintenant pour comprendre voilà ce qui va se passer. Bien sûr, l'oscilloscope, il est câblé. Hein. Voilà. Alors, pour l'instant, on a 0. On a 0, c'est-à-dire qu'on est dans la partie gauche. L'interrupteur étant ouvert, on a le signal ici. Je vais le mettre en noir. En plus gros. Ça, c'est l'interrupteur ouvert. C'est l'interrupteur ouvert. C'est-à-dire que l'oscilloscope ne mesure rien du tout, puisque bon, le circuit est ouvert. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est l'élément interrupteur qui va faire la commutation, qui va donner justement ce signal-là. C'est un interrupteur idéal. Donc maintenant, je vais faire fermer l'interrupteur. Bien sûr, là on a plus, là on a moins. Et là maintenant, je vais avoir ce bout de signal-là. Je vais mettre en noir. J'ai le bout de signal ici. Jusqu'à quand, tant que l'interrupteur est ouvert. Si vous venez le fermer, il va fermer le signal. Hein. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais le laisser ouvrir pour t tendant vers l'infini. Tout est idéalisé, je vous l'ai dit. Je le laisse fermer jusqu'à t égale à l'infini. Donc je l'ouvre. Je le ferme qu'une fois. C'est un interrupteur spécial. Il se ferme. Il semble provenir de moins l'infini. Voilà. La commutation se fait en un temps t défini, que j'appelle t égale 0, hein, c'est une définition du temps, où l'interrupteur va se fermer. Et une fois qu'il se ferme, à ce moment-là, il va rester fermé, l'interrupteur, pour t tendant vers l'infini. Donc il semble provenir de moins l'infini, il semble se diriger vers l'infini, et l'interrupteur s'est fermé qu'une seule fois. Pendant tout ce temps infini, c'est uniquement en t égale 0. On a défini le t égale 0 quand on a fait le t off. Voilà. Le t égale 0 correspond au t off. Alors, ça c'est t on. Là, le changement, ça c'est le t off. Et au niveau du changement, au passage du t on au t off, on définit le temps égale 0. Alors maintenant, ce qui définit un peu plus les choses maintenant,
on a un interrupteur idéal. Ça veut dire qu'on a une commutation. Donc on a des équations de droite en fonction de la position de l'interrupteur, si vous voulez. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Si on aura des conditions, si l'interrupteur que j'appelle INT, c'est l'interrupteur, égale off, ouais, je me suis trompé, off c'est on, c'est en marche, off c'est, ce n'est pas, ouais, je me suis trompé, je m'excuse, hein. On c'est en marche, mise en marche c'est on, ouais, donc le on c'est la mise en marche, c'est-à-dire fermeture de l'interrupteur, voilà, donc c'est plutôt là. Le T off c'est la mise, c'est la l'hors service de l'interrupteur. Je ne veux pas dire mise hors service parce que l'interrupteur ne fonctionne qu'une fois. Il va fonctionner une fois dans l'espace infini du temps, il va fonctionner qu'une fois. Donc je ne vais pas parler de mise en service ou mise hors service, parce que ici on aura une seule mise en service et qu'un seul état hors service, mais il n'est pas mis en service hors service. Il n'est pas mis en service hors service. Il est mis en service qu'une seule fois sur tout le temps infini et il est, on va dire, hors service qu'une seule fois pendant de 0 à moins l'infini. Il est hors service. Donc il n'est pas remis en hors service à aucun moment, puisque une fois qu'on l'a mis en service, il fonctionne tout le temps. Donc on ne peut pas parler de mise hors service ou de mise en service une fois, oui, d'accord, mais mise hors service, non, parce qu'il n'y a pas de mise hors service, on n'interrompt pas, je ne chipote plus un interrupteur une fois qu'il est allumé, hein. Je le remets, je le rouvre plus. Voilà, donc bon, c'est un interrupteur spécial sur l'espace-temps, enfin sur le temps, ben, il est allumé qu'une fois, on va dire ça comme ça. Donc on va dire ça comme ça. Donc si t est égal à off, alors on a, bien sûr, vous aurez compris, alors on aura quoi? Ben, la tension en fonction du temps, bon c'est f de t, hein, c'est la force électromotrice, c'est la fonction du temps. On aura E de t égale 0 pour t strictement négatif. Bon, ben, on pourrait dire que si il s'allume qu'une seule fois, je vous le dis tout de suite, hein, si l'interrupteur int égale on, alors là il est enclenché qu'une seule fois, alors ET, la fonction f de t, qui est ici la force électromotrice E de t, est égale à une constante que je vais appeler E. E, ou si vous voulez petit k, ou grand k. Ou grand k, voilà. C'est une constante. Et ça c'est pour t plus grand ou égal à 0. Alors bien sûr, n'oubliez pas que le temps, ici le t c'est le temps. Hein. T c'est égal au temps. Et le temps ne peut se parcourir que de façon positive. Le temps s'écoule de manière croissante. Voilà, donc on redescend pas en arrière, c'est ça que je veux dire. On redescend pas en arrière. De plus, l'interrupteur est idéal. On a un interrupteur idéal. L'interrupteur idéal, donc il va s'allumer qu'une fois. S'enclenche qu'une seule fois.
et reste éternellement enclenché et reste éternellement, une fois qu'il est enclenché, il reste enclenché éternellement. C'est-à-dire, pour t tendant vers l'infini, mais il n'y a plus de désinterruption. Ce qui veut dire qu'ici, bon, on n'a pas, si vous voulez, comme dans les interrupteurs idéaux, réels. Dans un interrupteur réel, qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien sûr un temps de montée. Ce qu'on appelle un... S'il y a un temps de montée dans les interrupteurs réels, ben, si vous devez le désenclencher, il y a un temps de descente. Et le temps de montée, il y a ce qu'on appelle un... Voilà, ce qu'on appelle time rise. Temps de montée, il y a une pente. Et il y a aussi un temps de descente, il y a une pente, qu'on appelle time fall. Ça, c'est pour les interrupteurs non idéal. C'est pour les interrupteurs réels. Hein. Je dirais même que c'est une espèce de coude. Alors, on va rester, on va dire plutôt, voilà, c'est des espèces de coudes. Voilà, on va dire ça comme ça. On a des temps de montée, temps de descente. Bon. Mais ici, il y a une particularité, et je vais vous la montrer ce qu'elle est. Et là, la particularité, je ne l'ai pas mise, mais elle est là. Voilà. Alors là, il faut calculer la limite à droite et la limite à gauche. Alors, vous savez que la limite à droite ici et la limite à gauche sont différentes, donc la limite n'existe pas. La limite à droite, à gauche, on tend vers 0, la limite à droite, on va tendre vers K. Donc les deux limites sont différentes, la limite n'existe pas. Alors je vais bien entreprendre, je veux dire, des notions sur les limites, pour vous montrer ça, faire un petit peu de topologie. Et ça, je veux dire, la topologie, ça peut, je veux dire, vous montrer. Je vais juste montrer ici que au niveau des limites, qu'est-ce qui se passe. En faisant un petit peu de juste un petit peu de topologie. Je ne vais pas développer beaucoup, mais juste un tout petit peu. Alors je vous rappelle que une limite, c'est une valeur que l'on atteint ou que l'on approche, si vous voulez, de plus en plus près sans jamais l'atteindre. Et la limite en un point est définie de la manière suivante. Pour ça, il faut une fonction existante. Hein, on parle de limite d'une fonction. Il faut que la fonction existe. Par exemple, si j'ai une fonction de R dans R, telle que à x fait correspondre la fonction, enfin à y, je m'excuse, à y fait correspondre f de x, là je viens de définir une fonction. C'est une fonction. Alors, pour parler de limite, il faut définir ce qu'on appelle un voisinage. Alors, je prends un soit x0, donc bien sûr un x0 appartenant à R, hein, c'est un nombre, pas n'importe lequel, je vais vous dire pourquoi, parce que justement c'est tel que, si vous voulez, vous faites x moins 0 et x plus 0, x 0 moins delta, point virgule, x0, j'ai difficile à écrire comme ça, je crois que je vais écrire, je vais tout recommencer, parce que j'ai des difficultés d'écriture. Moi, je vais écrire comme ceci. Soit x indice 0, donc appartenant à R, ouais, appartenant à R, tel que on est x0 moins delta, point virgule, tout va apparaître, hein. Je suis en train de construire x0 plus delta, voilà,
x0 appartient à R. Donc on a un nombre, hein, un nombre réel. Je vais expliquer, hein, mais bon, je vais juste formaliser l'écriture telle que on a x0 moins delta, x0 plus delta, dont j'enlève bien sûr le singleton x0, ceci est inclus dans le domaine de la fonction. En d'autres termes, ça signifie quoi? Que f de x est défini dans un voisinage du point x égale x0, sauf peut-être en ce point. x0 est donc adhérent, c'est l'adhérence. x0 est adhérent à domaine de f. x0 est adhérent au domaine de f. Voilà, ça, je viens de parler d'adhérence. Alors, l'adhérence, ça veut dire que si vous avez un intervalle, je prends 3, 4, ça c'est l'intervalle. Si je prends 7, 7 n'est pas adhérent au domaine, hein. Il est en dehors de l'intervalle. Hein. Il est en dehors de l'intervalle. Maintenant, si je prends 3, 4, mais 4 est adhérent. 4 est adhérent. Si maintenant je prends de 3, 4, et je ne prends pas 2, le singleton 2, voilà, 2 est adhérent. Tout ça, c'est des cas d'adhérence. C'est des cas d'adhérence. Par contre, le 7, il est complètement en dehors de l'intervalle, donc il n'adhère pas à l'intervalle, hein, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on ne sait pas trouver un voisinage. Voilà. On ne sait pas trouver un voisinage qui serait inclus dans le domaine. 7, il est complètement à part. 4, il est à la limite. Donc, si je crée un voisinage avec 4, mais sur la gauche, 4, il n'est pas pris dans l'intervalle, mais sur la gauche, bon, je peux inclure une partie de l'intervalle. Hein. Tout comme le 2. Le 2 sur les à côté de 2. Ah non, 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 2, non, c'est pas bon. Hein, je m'excuse, je me suis trompé. C'est pas ça que je voulais mettre. C'est 3,5. Ouais, parce que 2, il est en dehors. 2, il est en dehors complètement. 2, je m'excuse, je me suis trompé. Là, je vais mettre 3,5. 2, il n'est pas adhérent, justement. 2, il est complètement en dehors de l'intervalle. Par contre, 3,5, il est entre 3 et 4. Je sais trouver un voisinage pour lequel il est inclus dans le domaine. C'est ça que ça veut dire. Et justement, les limites vont avoir trait avec ça, avec l'adhérence. Avec ce voisinage, cette notion d'adhérence et de voisinage. Alors, comment est-ce qu'on va définir la limite? Justement, on va définir les limites de cette manière-là. Je vais dire que on dit que le nombre L est la limite quand x tend vers x0 et on écrit ceci comme ça, la limite quand x tend vers x0, bien sûr x différent de x0, de f de x est égal à L. Là, il y a une limite qui existe. Hein. Là, on pourrait écrire que quel que soit epsilon appartenant à
epsilon étant un réel positif, sauf 0, appartenant à R plus 0, il existe delta appartenant lui aussi à R plus 0, tel que x moins x0, x moins x0 en valeur absolue est plus petit est compris entre 0 et delta. Alors pourquoi entre 0 et delta? Parce que delta est positif, hein, il ne saurait pas être négatif. Et voilà. Ça, c'est dire que l'intervalle, si vous allez voir les valeurs absolues, la valeur absolue de ça, ça veut dire que x moins x0, on a x moins x0, ça veut dire qu'on a x moins delta, x plus delta. Oui. Normalement, c'est x moins delta, x0 plus delta. C'est une façon de dire ça. C'est une façon de dire ça. Alors, comme c'est strictement plus petit, c'est ceci. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est le voisinage. Hein. Ça, c'est le voisinage que je vous ai dit. Voilà. C'est une façon de mettre voilà, en formalisation le voisinage. x0 moins delta, x0 plus delta. Voilà. Donc c'est une façon de dire ça. X moins x0 est compris entre 0 et delta. Ça veut dire que ben, pour un x différent de x0, si je prends voilà, un x autour un x0 plus delta, je vais vous montrer hein, pour bien comprendre ça, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu bizarroïde l'écriture là, mais c'est une question de valeur absolue. Je vous ai toujours dit que quand vous faites des topologies, il faut comprendre les valeurs absolues. Dire ça, bien sûr, on parle de quoi? On parle de la variable x. Voilà. On parle de la variable x. Donc, x moins x0. Bon, il est positif, ça on sait bien, hein, parce que le delta, il est le delta appartenant à R plus 0. Donc, j'ai pas besoin de mettre ceci. On sait bien qu'il est positif. Voilà. On sait bien qu'il est positif. Alors, vous savez bien que vous manipulez x. Alors, ça veut dire que sur l'intervalle de x, si vous prenez x0, eh bien, là, on aura x0, le voisinage, le delta, il est là. Donc, vous serez compris entre x0, là, celui-ci, la borne là, elle vaudra x0 plus delta. Et bon, bien sûr, si vous mettez la même distance ici, delta, vous serez compris entre x0 moins delta et x0 plus delta. Donc le x0 est compris dans un voisinage, c'est ça que ça veut dire. C'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que ça. Donc le x0, il est dans un voisinage. Voilà. On est dans un voisinage ici. Voilà. On est dans un voisinage de x0, c'est ça que je veux dire. On est autour d'un voisinage de x0. Voilà. Et delta, bon, c'est une distance, donc c'est normal qu'elle est plus grand ou égal à 0. Et c'est ça que ça veut dire, hein, l'écriture que j'ai mis là, ça formalise la notion de voisinage. On est dans un voisinage de x0. Voilà. Donc on est dans un voisinage de x0. Au niveau des x. Voilà. Au niveau des x. Bon, mais il faut savoir que le delta il existe. Hein. Il existe delta si on prend un epsilon. Alors, le epsilon, vous aurez compris que c'est pour le y. C'est pour le y. Donc on dira que là, si vous faites f de x moins L, eh bien, on sera inférieur à
epsilon. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur un voisinage euh, autour de la limite L. Au niveau des Y. Hein. Au niveau des Y. Donc on sera, c'est-à-dire que, en d'autres termes, ce qui est marqué là, c'est tout simplement que si vous prenez un x0, là, attention que c'est... Il faut d'abord prendre il faut d'abord prendre sur les x, hein, enfin sur les y. La lecture se fait comme ceci. C'est des y vers x. C'est-à-dire, si pour un L, vous prenez un voisinage, aussi petit soit-il, que j'appelle ici, c'est epsilon. Hein. Donc là, vous aurez L plus epsilon, et là, vous aurez la même distance. Vous êtes dans un voisinage de, voilà, de L. On est dans un voisinage de L. Là, L moins epsilon, c'est les mêmes distances, epsilon. Hein. Il y en a un juste au-dessus, l'autre en dessous. C'est pour ça qu'epsilon appartient à R plus 0. Alors, quel que soit le voisinage que vous allez prendre autour de L, mais vous pourrez trouver un voisinage autour de x0. C'est ce que ça veut dire. C'est rien de plus que ce que ça veut dire. Voilà. Alors, maintenant que j'ai écrit ceci, que vous avez compris que dès le moment où je forme un voisinage autour de L, autour de la limite, je peux trouver ce nombre x0 pour lequel on a une correspondance entre x0 et L. On a une correspondance de voisinage, si vous voulez. Donc, s'il y en a un qui on va dire, qui se rapproche vers L, ben, l'autre se rapprochant vers x0, ça veut dire que la limite de x quand x tend vers x0 vaut L. C'est ce que ça veut dire. Ah. Attention que cette définition ne permet pas de trouver L, mais de vérifier si un nombre donné peut jouer ce rôle. Hein. Donc, c'est pas le calcul des limites, ça se fait autrement que ça. Hein. Ça, c'est juste une définition toute faite. Voilà, mais on peut le vérifier, mais sans vouloir en calculer la limite, parce que le calcul de limite, c'est une autre façon de voir les choses. Hein. Alors, ce qui veut dire maintenant, si je reprends la définition, la limite à droite, je vais reprendre cette définition de voisinage. Ça, c'est la limite quand x tend vers x0. Voilà, elle vaut L. Maintenant, si la limite tend vers, je vais mettre avec un bleu, si la limite quand x tend vers x0 à droite, vers x0 à droite, ça donne par exemple L1. Voilà. Mais il faut que je remodifie la définition. Alors, quand on est, si on est à droite, la limite vaudra L1. Si on est à droite, la limite vaudra L1. Alors, la définition, c'est quel que soit epsilon appartenant à R plus 0, il existe delta appartenant à R plus 0, tel que, on a, oui, ici, x, là, le x doit appartenir, bien sûr, si on est à droite, donc il doit appartenir à la partie droite. Donc j'ai x0, et là, c'est x0, partie droite, c'est x0 plus delta. La partie droite, c'est x0 plus delta. Alors, pour écrire ça, ce sera x0, on ne va pas commencer de x0. Maintenant, je vais mettre l'intervalle, parce que quand on met les valeurs absolues, ça prend les deux côtés. Là, comme il n'y a plus qu'un seul côté, je vais prendre uniquement l'intervalle. Maintenant, je dois mettre l'intervalle, parce qu'il n'y a plus de côtés. Hein. Il n'y a plus de côtés de même distance. Il n'y a plus que... Voilà, le x, cette fois-ci, il appartient, pour autant que... voilà.
x appartient, cette fois-ci, attention qu'il ne peut pas forcer, x est différent de x0. Donc, x0, voilà, x0 plus delta. À ce moment-là, ben, f de x, ce sera f de x moins L1. Moins L1. C'est un peu la même définition que tout à l'heure, mais simplement ici je prends que la partie. Si je prends dans un voisinage, un voisinage de L1, mais je vais me situer sur la partie droite de x0. Je vais trouver une valeur dans le voisinage de x0, mais à droite. Si je me situe dans le voisinage de L1. Bon, le voisinage de L1 peut-être au-dessus ou en dessous de L1, hein. C'est pas un problème. C'est pour ça qu'il y a de la valeur absolue. Voilà. Pour f de x moins L1, c'est la valeur absolue, parce qu'on peut être au-dessus ou en dessous. Maintenant, si je fais la même chose pour f de x à gauche, j'adapte la définition. Je vais être moins. Là, j'aurai L2. L2. Là, je mets un moins. Et là, ça va être, on a à gauche, voilà, c'est x0 moins delta. Donc j'efface tout ce qui est à droite de x0, parce que là, c'est la limite à gauche. Donc, quel que soit, il existe x0, et cette fois-ci, c'est x0 moins delta. x0 moins delta. x0 moins delta, point virgule, x0. x0. Voilà, et là, c'est f de x moins L2. f de x moins L2 qui doit être plus petit que epsilon. Bon, et là, ça, c'est la limite à gauche. Alors, la limite à droite, elle vaut L1. La limite à gauche, elle vaut L2. Et si maintenant, on a L1 égale L2, si la limite à droite, quand x tend vers x0, bien sûr différent de x0, à gauche, c'est égal, j'ai dit à gauche c'est L2, L2, la même chose pour ceci, à droite. Alors à droite c'est L1, j'ai L1, et si maintenant on a L1 égale L2, L1 égale L2, ça veut dire que la limite en x0 existe. La limite en x pour x tendant vers x0, différent, bien sûr c'est la limite de la fonction, hein. Vous aurez compris que c'est chaque fois la fonction. Voilà, chaque fois je ne l'ai pas mis, mais c'est la limite de la fonction, hein. Voilà, la limite de la fonction, eh bien, si les limites sont égales, L1 égale L2, c'est égal à L, eh bien, la limite existe. La limite existe. Donc, ce qui veut dire que si vous avez deux limites, la limite à gauche égale la limite à droite, eh bien, ça veut dire que la limite existe. Par contre, ici, c'est pas le cas ici. La limite à gauche, elle vaut 0. Et la limite à droite vaut 1. K. Donc ici, la limite n'existe pas. Voilà, la limite n'existe pas. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est une fonction qui est où la limite n'existe pas en x pour t tendant vers 0. Pour t tendant vers 0, la limite n'existe pas. Voilà, je vais calculer ça c'est le signal échelon. Je vais le calculer au travers de voilà comment est-ce qu'on appelle ça, la transformer de la place dans une autre vidéo pour ne pas mélanger les vidéos. Voilà, c'est simplement la définition voilà du signal échelon.
tout simplement. Échelon K. Alors si vous voulez l'échelon unité, vous mettez K égale 1. Voilà, donc c'est une petite étude de limite. Donc en fait, la fonction, elle est continue. Elle est continue, elle est constante. Elle est constante à gauche et constante à droite. Mais à gauche, c'est à gauche de 0, elle vaut 0, et à droite, elle vaut K. C'est juste ça. C'est une fonction constante. Et alors, elle est continue. Mais on a un saut en t égale 0. En t égale 0, on a un saut. Donc, ce qui veut dire qu'on a un saut, elle est discontinue. Hein. Là, elle est discontinue en t égale 0. Elle est continue partout, sauf en t égale 0. Elle est discontinue. Si vous devez tracer la fonction, vous allez jusque moins, vous semblez provenir de moins l'infini, vous allez en 0. En 0, vous détachez le crayon, vous remontez en K, voilà, et puis vous retracez. Hein. Parce que si je dessine ceci, vous avez compris que si je dessinais ceci, c'est pas une fonction. Hein. Une fonction ne peut pas avoir qu'une seule image. Une seule image, 0 ou une image. Ici, on a toute une panoplie. Pour le même t égale 0, j'ai toute une panoplie de valeurs qui sont égales. C'est pas une fonction, ça. Donc, elle est bien discontinue. Elle est discontinue. Donc, la fonction arrive ici et elle recommence là-bas. Donc, je ne peux pas tracer ici parce que ce ne serait pas une fonction. Donc, c'est une fonction discontinue, si vous voulez. Elle est continue partout, sauf en t égale 0. Donc, le domaine d'une telle fonction, c'est R, sauf le domaine, c'est R, sauf 0. Elle est définie partout, sauf en 0. Bon, en 0, temps égale 0, c'est-à-dire, c'est quand l'interrupteur s'enclenche. Donc, l'enclenchement se fait d'une forme fait intervenir une discontinuité. Il passe de 0 à 4 direct. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Il passe de 0, là, il passe de 0 à K. Ce qui n'est strictement impossible. Mais c'est un interrupteur idéal, c'est ce que je vous ai dit. C'est un interrupteur idéal. C'est bon. Comment faire un saut comme ça un interrupteur ne saurait pas faire ça. Hein. Tout d'abord, un interrupteur réel, je vous ai dit, c'est avec des temps de montée, de temps de descente. Ici, il n'y a aucun temps de montée, de temps de descente. C'est un interrupteur parfait, idéal. Donc, ça peut se concevoir en tant qu'interrupteur parfait ou idéal. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité, ça. Hein. Parce qu'en réalité, on a toujours des temps de montée, de temps de descente. Hein. Quel que soit l'appareil électronique que vous allez avoir, on aura un temps de montée, de temps de descente. Bon, faut pas aller me chercher une alimentation régulée, parce que l'alimentation régulée, c'est pas un enclenchement, c'est pas une commutation. Hein. L'alimentation régulée, elle part d'à partir d'un signal existant, elle le transforme, c'est-à-dire par un transformateur, en le rabaissant, la tension sinusoïdale, elle le rabaisse. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par un point d'iode de redressement, et puis après elle passe par du filtrage, et bien sûr, s'il y a un petit régulateur, et puis après encore un filtrage supplémentaire, tout ça, c'est une mise en forme de signal, hein, ça n'a rien à voir avec une commutation. Hein. Moi, je vous parle d'une commutation pure. Hein. C'est une commutation que je vous parle ici. Hein. C'est changer l'état d'un signal par une commutation. Comment, voilà. Donc ici, il va y avoir ce qu'on appelle une discontinuité, point à la ligne. Il passe de t égale 0, il vaut 0, à un temps toujours t égale 0, où il vaut tout d'un coup k. Ça fait un peu bizarre, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est un interrupteur idéal. Donc ça veut dire que l'interrupteur, en un point t égale 0, il connaît deux comment on appelle ça, deux états. Il connaît deux états là. Alors c'est pas possible. Hein. Il connaît deux états en même temps. C'est pas possible. Autant t égale 0, voilà, il connaît deux états. C'est impossible ça. Mais idéalement, c'est possible. Le voici.
Voilà, donc je vais calculer la transformée de la place dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie.